Après-midi aura lieu la cérémonie d'entrée au Panthéon de Missak Manouchian. Il entrera avec son épouse Mélinée. Il y a 80 ans, jour pour jour, Missak Manouchian était fusillé au Mont-Valérien par les nazis. Vous y assisterez à l'invitation du président de la République. Absolument. Pourquoi Maire de Lyon est invité à cette cérémonie? Missak Manouchian et Mélinée sont, et en particulier Missak, est une grande figure de la résistance. C'est à ce titre d'ailleurs qu'il a été exécuté par les nazis. La résistance pour Lyon signifie énormément. Vous savez, le général de Gaulle a qualifié la ville de Lyon de capitale de la résistance à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. L'année dernière, on a commémoré le 80e anniversaire de l'assassinat de Jean Moulin à Lyon. Voilà, la résistance, pour nous, Lyonnais, c'est quelque chose de très, très important, ancré dans nos mémoires. C'est aussi le symbole, c'est l'un des symboles de la République, c'est l'un des symboles de la défense de nos valeurs, des valeurs de la République. Et donc, il me tient à cœur, bien évidemment, quand je suis à Lyon en tant que maire, d'être un passeur de mémoire, mais aussi dans ce moment très important, très solennel, un moment d'unité pour notre pays, d'être là pour assister à cette panthéonisation. Missak Manouchian avait échappé au génocide arménien. Il y a aussi une relation particulière entre la ville de Lyon et l'Arménie. Bien sûr, il est aussi quelque part le symbole de cette amitié entre la France et l'Arménie. Vous l'avez dit à l'instant. Alors il arrive en 1924 en France, mais il avait échappé auparavant, tout comme d'ailleurs sa femme Mélinée, au génocide de 1915. La France a un rapport particulier avec l'Arménie. Vous savez, dès la fin du 19e siècle, Jean Jaurès, Anatole France, avait alerté sur les persécutions que subissaient les Arméniens dans l'Empire ottoman. Au moment, on le sait, du génocide qui a lieu pendant la Première Guerre mondiale, la France fait partie de ces pays amis, de ces pays d'accueil. La communauté arménienne s'est d'abord installée à Marseille, puis est remontée. À Lyon, aujourd'hui, nous avons une forte communauté arménienne, bien sûr. Et donc, Missak en est aussi quelque part, est un exemple de l'amitié qui nous unit à l'Arménie. Vous disiez, cette cérémonie, c'est aussi l'occasion de rappeler les valeurs de la République. Cet après-midi, vous serez aux côtés, il y aura en tous les cas Marine Le Pen qui sera à cette cérémonie, malgré les réserves du chef de l'État. Pour vous, elle y a sa place à cette cérémonie? En ce jour d'hommage, pour moi, il n'est pas lieu de s'attarder sur des controverses ou des polémiques. Aujourd'hui, ce qui compte, c'est l'hommage qu'on va rendre à Missak et à Mélinée Manouchian. Bien évidemment, je pars du principe que celles et ceux qui seront présents à cette panthéonisation en partagent l'ensemble des messages. Missak Manouchian, vous savez, qui était un étranger sur le sol français, puisque à 2 reprises, la naturalisation lui a été refusée. Bon. Il s'est pourtant engagé pour défendre la France contre les nazis, contre le régime de Vichy. Il s'est engagé pour défendre nos valeurs, les valeurs de la République française, parce que Missak Manouchian était un amoureux de la France. Je considère que les gens qui seront présents ce soir pour cette panthéonisation partageront ce message et auront à cœur d'honorer la mémoire de Missak Manouchian et de Mélinée. Quelle que soit l'histoire de leur parti? C'est pas le sujet aujourd'hui. Le sujet aujourd'hui, c'est Missak Manouchian et Mélinée Manouchian. Est-ce qu'en faisant ça, vous ne faites pas abstraction du passé, justement, du Front National à l'époque? Mais en ce jour d'hommage, le sujet n'est pas une polémique politicienne à la française. Le sujet, c'est quelles sont les valeurs que nous voulons mettre en avant, que nous voulons promouvoir avec cette panthéonisation. Voilà. C'est un signe d'unité. Le Rassemblement national fait partie de l'art républicain? C'est pas le sujet, ça c'est la discussion, c'est le sujet que le président de la République a évoqué ces derniers jours. Mais aujourd'hui, pardonnez-moi d'insister, mais aujourd'hui, ce qui compte, c'est l'hommage que nous rendons à Missak et Mélinée Manouchian et à l'ensemble des camarades de Missak Manouchian qui sont morts pour la France. C'est l'occasion aussi de réconcilier les résistants communistes et gaullistes qu'on a souvent opposés. Vous savez, dans la résistance, les communistes, les gaullistes étaient alliés contre les nazis, contre le régime de Vichy. D'ailleurs, Jean Moulin, auquel je faisais référence tout à l'heure, il est d'abord connu pour être le grand unificateur de tous les mouvements de résistance, qu'ils soient gaullistes, qu'ils soient communistes, quelle que soit la nature des mouvements de résistance. Il a su unifier tout le monde. C'est d'ailleurs grâce à lui que le Conseil national de la résistance a pu voir le jour, a été,
l'une des étapes clés, pas simplement pour l'unification de la résistance, mais pour la reconstruction de la France après la Deuxième Guerre mondiale. Grégory Doucet, dans un peu plus de 3 mois auront lieu les élections européennes. Le Rassemblement national, pour l'instant, est en tête dans les intentions de vote. Quel est l'objectif de votre parti? Je rappelle qu'en 2019, Yannick Jadot avait terminé 3e. Alors, ces élections européennes, elles ont, on va dire, un caractère très particulier. C'est sans doute les plus importantes depuis le début de ce siècle. D'abord parce que l'Europe est le bon échelon pour traiter la grande question du climat, mais aussi celle de l'épuisement de la biodiversité, dans un contexte où l'Europe s'interroge sur elle-même. On le voit dans d'autres pays européens, et on le verra peut-être à l'occasion de ces élections également. Eh bien, on a eu des mouvements un peu de recul, de retrait vis-à-vis du projet européen. Ce n'est pas mon cas, ce n'est pas le cas de mon parti, qui est totalement européen. Mais pour l'instant, vous êtes autour de 8% dans les intentions de vote. Aujourd'hui, vous m'interrogez sur l'enjeu de cette élection. Je vous dis, l'enjeu de cette élection, c'est d'abord de réaffirmer notre attachement au projet européen. Et c'est surtout de dire l'Europe est le bon échelon pour traiter de la question du climat. D'ailleurs, le pacte vert... Est-ce que vous, justement, vous allez parler du pacte vert, mais est-ce que vous ne subissez pas justement une espèce de retour de bâton de l'opinion vis-à-vis des normes ou d'une politique écologique que les gens estiment parfois trop punitive? Vous savez, aujourd'hui, l'Europe, c'est celle qui nous permet d'avancer dans la lutte contre le réchauffement climatique. C'est celle qui nous permet de nous adapter. Je vais vous prendre un exemple très concret. Moi, à Lyon, à Lyon, j'ai engagé un projet de décarbonation totale de notre économie et de nos modes de vie. Et je le fais grâce à l'Europe. Parce que Lyon fait partie des 100 villes climatiquement neutres et intelligentes choisies par la Commission européenne. C'est notre projet Lyon 2030. Il est d'ailleurs inscrit sur mon carnet. Eh bien, c'est grâce à l'Europe que nous avons des moyens aujourd'hui pour aller vers cette neutralité carbone. Parce que la neutralité carbone, c'est l'avenir de nous tous sur toute la planète. Mais l'Europe, aujourd'hui, c'est elle qui nous permet de le faire, en tout cas à Lyon et dans d'autres villes françaises et européennes. L'Europe, les agriculteurs, là aussi, en bénéficient. À 9h tout à l'heure, le Premier ministre tiendra une conférence de presse pour apporter des réponses à la crise que l'on vit depuis quelques semaines. Qu'est-ce que vous pensez des premières mesures qu'a pris le gouvernement? Les premières mesures qu'a pris le gouvernement, on l'a vu, n'ont pas réussi à répondre aux attentes des agriculteurs et des agricultrices. Vous savez, moi, je suis allé à leur rencontre pendant la première partie de cette crise. Ils m'ont parlé de plusieurs sujets. Ils m'ont parlé de la difficulté d'accès au foncier. Ils m'ont parlé des normes, mais surtout de la différence de normes au sein même de l'Europe, entre la France, l'Espagne, l'Italie. Ils m'ont parlé aussi de l'agribashing. Ils m'ont parlé de la difficulté d'avoir... Il faut justement des normes pour vous. Il n'y a pas d'incompatibilité, comme on le caricature parfois, entre agriculture et écologie. Les agriculteurs et les agricultrices ne refusent pas qu'il y ait des règles. Ce qu'elles veulent, ce sont des règles communes à toutes et à tous. Quand aujourd'hui vous avez un éleveur, un maraîcher ou un céréalier qui doit produire dans des conditions différentes qu'un éleveur, un maraîcher ou un céréalier espagnol, nécessairement, il y a distorsion de concurrence. Prenons un exemple même encore plus caricatural. Quand vous produisez du soja en France, vous devez répondre à un certain nombre d'obligations réglementaires. Et c'est très bien. Ces obligations réglementaires, elles nous permettent d'avoir une alimentation de qualité. Mais quand on importe des millions de tonnes de soja depuis le Brésil... Il y a aussi les distorsions au sein même de l'Europe. Mais tout cela peut se faire parce que certains qui aujourd'hui, soudainement, se déclarent des amoureux de l'agriculture, ont signé un peu plus tôt des traités de libre-échange qui nous obligent à importer des produits agricoles venus de l'autre bout de la planète. Je vais vous citer un autre exemple. Le traité de libre-échange qu'on vient de signer, que l'Europe et la France a signé avec la Nouvelle-Zélande, nous oblige à importer 38 000 tonnes de viande. On n'en produit pas assez de la viande en France? Bien sûr que si. À l'heure où on doit même réduire notre consommation de viande, quel intérêt il y a à s'obliger à importer de la viande qui vient des antipodes? Grégory Doucet, il y a un autre sujet, la crise du logement. Le gouvernement annonce 10 milliards d'économies, notamment il va tailler par exemple dans ma prime Rénov'. En tant que maire, vous êtes en première ligne. Quelle solution vous appliquez? Il faut construire,
rénover, faire les deux. Gabriel Attal a relancé aussi l'idée du pavillon. Vous y êtes favorable. En tant que maire, qu'est-ce que vous appliquez, qu'est-ce que vous prenez ? D'abord, dire une chose, c'est qu'on est dans une crise de logement qui est extrêmement sévère, qui est d'abord liée aux taux d'intérêt qui sont élevés, aux banques qui sont frileuses, il faut le dire, qui prêtent peu, et puis à la hausse du coût des matériaux de construction. Concrètement, qu'est-ce qu'il faut faire ? Alors, d'abord, il faut agir sur la construction de logements. C'est ce que l'on fait à Lyon, par exemple. On a un budget considérable pour investir dans le logement social. En faisant l'étalement urbain ? Non, le logement social, vous en faites en construisant des immeubles, bien évidemment. Voilà. Et on a recours aux fonciers existants, parfois même en élevant des bâtiments existants pour gagner 1, 2 ou 3 étages, de manière à avoir plus de surface habitable. Voilà. Ouais. Ensuite, il faut investir dans la rénovation thermique des bâtiments. Et c'était la première partie de votre question. Et là, le signal qui est envoyé par le gouvernement, il est incompréhensible, il est même assez incohérent. Un peu plus tôt, Gabriel Attal disait toute l'attention qu'il voulait porter aux classes moyennes. Mais les classes moyennes, elles vont être directement impactées par cette mesure de réduction d'Éco-Rénov'. Merci. Ce sont des petits propriétaires qui possèdent leur logement uniquement, qui ont besoin d'être aidés. Pourquoi ? Pour entrer dans la transition écologique. Et les gens le souhaitent. Merci Grégory Doucet. Merci à vous.